Bonjour à tous et bienvenue sur Lumina, la chaîne qui vous parle de cinéma. Pas n'importe lequel, le cinéma vu avec un regard chrétien. Aujourd'hui on s'attaque à un conte bien connu de tous, le film Cendrillon de Kenneth Branagh. Alors oui, je vous vois venir, mais pourquoi parler d'un Disney live action? Quel rapport avec la foi chrétienne? Justement, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Cendrillon, c'est un film sorti en 2015 avec Lily James dans le rôle d'Ella, Richard Madden en Prince Charmant, Cate Blanchett en marâtre vipérine et Helena Bonham Carter en fée excentrique. Côté technique, on a le collaborateur habituel de Kenneth Branagh pour l'image, donc Harris Zambarloukos, Patrick Doyle à la musique, donc qui est toujours aussi sublime, Sandy Powell au costume, et croyez-moi on va en reparler. Le tout écrit par Chris Weiss, d'après Perrault, et le dessin animé culte de 1950. Ce qui m'a marqué, c'est que Cendrillon est une histoire née à une époque où la société baignait encore dans une culture chrétienne. Et ça se ressent. Pas de discours moderne ou de pseudo-subversion forcée. Ici, on reste sur des valeurs simples et universelles. Nous devons simplement être courageux et bienveillants. La phrase clé du film, Have courage and be kind, sois courageuse et bienveillante, ça n'est pas juste une jolie formule, c'est une leçon de charité chrétienne. Parce qu'au fond, Cendrillon s'en sort non pas par vengeance, ni par hasard, mais parce qu'elle persévère dans le bien, malgré les humiliations. Et ça, spirituellement, ça parle. Un détail qui m'a frappé, c'est au moment où elle est le plus bas, totalement seule, que l'aide arrive, en réponse à ses prières. Presque ses supplications devant son épreuve devenue trop dure à endurer. Alors oui, ce n'est pas un ange, mais une fée qui intervient. Mais ça reste une allégorie claire, une force qui dépasse son quotidien et qui la relève. Car quand tout semble perdu, ce n'est pas la fin, mais le début de la lumière. Parce que Dieu permet toujours une lumière dans nos ténèbres, même par des moyens inattendus. Je ne pouvais pas résister à une mini parenthèse cinéphile. Branagh réussit à caractériser ses personnages de façon fulgurante. En une seule scène, on comprend qui est qui, leurs valeurs, leurs faiblesses. Et ça, c'est l'art du récit visuel. On est parti pour une petite analyse de séquence, comme je fais parfois sur ma chaîne Twitch en live. Alors, je vous propose qu'on s'arrête déjà sur ce plan-là. Parce que ce qui m'intéresse dans ce plan-là, c'est vous expliquer une règle essentielle en cadrage cinématographique, qui est la même chose d'ailleurs qu'en cadrage photo, donc ce qu'on appelle la règle des 2 tiers. Ou la règle des tiers. Alors la règle des tiers, ça consiste à placer les éléments importants sur l'un des 2 tiers de l'image. Je m'explique. Comme vous pouvez le voir dans l'image, donc là vous avez en fait un tiers en haut, un tiers au milieu et un tiers en bas, et un tiers à gauche, un tiers au milieu et un tiers à droite. Et en fait, l'art de placer consiste à placer déjà généralement les yeux sur cette ligne-là. C'est généralement comme ça qu'on place les choses, ou en tout cas les éléments importants sur cette ligne-là. Et généralement on privilégie placer les éléments là, sur cette ligne-là. Alors il faut bien comprendre un truc, le personnage regarde de la gauche vers la droite. Donc là forcément on met le personnage là. Si c'était l'inverse, si le personnage regardait de la droite vers la gauche, on mettrait le personnage là, et qui regarderait dans ce sens-là. En ayant toujours en fait à l'idée de laisser les 2 tiers libres du côté duquel le personnage regarde. Voilà, bon, alors c'est des règles de base qu'il faut comprendre et qui sont très importantes pour comprendre une chose essentielle. On ne peut pas s'affranchir des cadrages académiques si on ne maîtrise pas les cadrages académiques. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez comprendre dans cette séquence à quel point Kenneth Branagh est fort dans la manière dont il s'affranchit parfois des cadrages académiques. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce plan-là, Monsieur Jean, si je pense, va annoncer une terrible nouvelle à Ella, donc la future Cendrillon. Et comme vous pouvez le constater, il est seul à l'image. Pourquoi? Il y a 2 raisons à cela. La première, donc, c'est qu'il est à l'extérieur, et la deuxième,
la plus importante, c'est qu'en fait c'est pour marquer sa solitude et sa difficulté à parler d'un sujet grave, donc vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la séquence, et à justement avertir Ella de la situation. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que cette solitude, elle est amplifiée par le vide qu'il y a là. Bon, alors derrière c'est un cheval qui est en flou, mais à part le cheval, il n'y a rien. On n'a rien quoi, c'est du décor, bon, c'est un beau bokeh, ce qu'on appelle du bokeh, un beau flou d'arrière-plan, très cinématographique, on est d'accord, mais il n'y a rien de spécial. Et il n'est pas en train de regarder quelque part aléatoirement, non, il a les yeux fixés directement sur Ella, il est directement en train de regarder le personnage avec qui il parle, parce que justement il y a toute cette notion de il exprime ce qu'il doit exprimer quoi. John? Mademoiselle est là. Alors là en fait ce qui est très intéressant c'est que Ella comprend directement qu'il s'est passé quelque chose, parce que John est seul alors que John est censé revenir avec son père. Et regardez bien derrière, là ce qui va nous intéresser, on va reprendre en fait cette règle des 2 tiers là qu'on a expliqué. Bon, elle est elle prend la majeure partie de l'image, on va dire. Elle est au milieu. Donc elle est sur le tiers du milieu. Mais si vous regardez bien, qu'est-ce que je vous ai dit juste avant? Le regard, il est par là. Il est vers la gauche. Et pourtant, elle n'est pas sur le 3e tiers. Sur le tiers de droite. Non, non. Elle est au milieu. Parce qu'en fait, le personnage important de ce cadrage-là, même si elle en fait partie, ce n'est pas elle. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne peut s'affranchir de quelque chose que quand on le maîtrise. Et là, vous allez vous comprendre pourquoi il s'affranchit de ça, Kenneth Branagh. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est de caractériser les personnages qui sont en arrière-plan, qui vont arriver. Donc, la belle-mère, et puis vous verrez les 2 sœurs. Donc là, on a les 2 sœurs et la belle-mère. Et tout le monde regarde par là. Donc en fait, c'est pas Ella qui est le personnage central de ce passage, même si on a déjà un début de caractérisation parce que c'est une femme qui est très vive d'esprit et qui a compris très vite ce qui arrivait. Non, non, c'est les 3 personnages qui sont là. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre pourquoi. En fait, l'idée, c'est grâce à ce plan, que l'on va retrouver un peu après, vous allez voir, caractériser ces 3 personnages. Et après on va caractériser Ella, même si on l'a déjà un peu caractérisé avec cette technique où on voit qu'elle est très vive d'esprit. Quand on regarde elle est très blanche. Elle est très lumineuse. Elle est très éclairée, etc. Et tout. Et là, ces personnages-là, ils sont très jeunes. Il y a une forme de... Mais bon, ce jaune là qui commence un peu à prendre action sur elle. Je pense qu'il y a une forme de philosophie à avoir dans cet éclairage, dans le sens où Ella est un peu atteinte par le jaune. Le jaune, c'est souvent la couleur utilisée pour éclairer les méchants. Et là, elle est un peu atteinte par le jaune et par le mal qui se passe derrière elle. Les 3 belles-sœurs là, qui sont complètement... Enfin, les 2 belles-sœurs et la belle-mère qui sont complètement dénuées d'empathie. Voilà, donc je trouve l'éclairage vraiment très très beau, hein. La blancheur sur Cendrillon, mais un peu de jaune qui annonce le mal, et puis le mal en arrière-plan, bien sûr. Il est tombé malade en chemin. Là, vous voyez, il est tombé malade en chemin, donc on comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave, et regardez bien, on est toujours dans ce truc-là. La règle des tiers, elle est là, tac. Mais qui est-ce qui en fait est vraiment le protagoniste de cette séquence? C'est la personne qui est en flou d'arrière-plan. Il est mort. Il est mort. Et là vous allez comprendre. Mademoiselle. Il nous a quittés. Donc bon, outre le fait que le plan est incroyablement beau, hein, on va pas se mentir, avec ces magnifiques reflets face au bokeh d'arrière-plan qui est magnifique, le cadrage, l'éclairage, etc. Tout est beau, franchement. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a parlé que de vous, mademoiselle, et de votre mère. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que... Regardez bien la construction, le montage. Mademoiselle. Il est mort. Il nous a quittés. Jusqu'à son dernier... Et là, lui, il parle d'un truc. Jusqu'à son dernier souffle, il n'a parlé que de vous et de votre mère.
Et regardez bien un truc qui est très important. Bon, déjà, on reparle un peu. Regarde, il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est qu'il est tout seul à l'écran. J'en ai pas parlé un peu avant. Il est tout seul à l'écran et il occupe la moitié de l'écran. Plus ou moins la moitié. Ce qui est très intéressant, c'est que ça veut dire quelque chose, bien sûr. On ne fait pas ça juste pour le plaisir de faire ça. Quand on est réalisateur, quand on choisit un cadre, quand on est chef opérateur et qu'on choisit un cadre, on le fait parce qu'on a une vision derrière. Et là, la vision, et ce que je trouve très intéressant, bien sûr, c'est l'idée que, certes, il est seul, et en fait, il est plus que ça, il devrait y avoir 2 personnes à l'écran. Ça serait le mieux, quoi. Un locuteur, un interlocuteur. Le truc, c'est que son interlocuteur, bon, c'est là, mais en fait, l'interlocuteur qu'on aimerait avoir à l'écran, c'est le père. Et le père, il est plus là. Le père, il est mort. Donc c'est pour ça qu'il est tout seul à l'écran. Il y a ça, bien sûr, et puis il y a aussi ce côté où on a vraiment la solitude face à un message compliqué à apporter, à la mort, face à la manière de raconter, etc. C'est compliqué, quoi. Admirez un truc dans le montage. Sa dernière pensée a été que pour vous et pour votre mère. Donc il dit ça, John, je crois qu'il s'appelle John, je suis pas sûr, c'est pas grave. Et on s'attendrait bien sûr à avoir Ella juste après. Non, on n'a pas Ella. Qu'est-ce qu'on a juste après? Dernier souffle, il n'a parlé que de vous, mademoiselle, et de votre mère. On a la belle-mère. Et là, regardez bien. Là, le cadrage, il est parfait. Là, on est revenu dans la règle des 2 tiers, le plus classique possible. Le regard est sur la gauche, elle est sur la droite. On est très académique. Pourquoi? Il y a une forme de sentiment d'injustice de la part de cette marâtre qui ne comprend pas qu'elle ait été délaissée dans la pensée de son mari qu'elle a épousé en 2e noces. Mais bien plus que ça, elle comprend en fait que il y a une conséquence qui est beaucoup plus grave. Et on va comprendre pourquoi après, vous allez comprendre. Je devais vous remettre ceci. Alors, regardez bien le cadrage. Ce qui est très intéressant, donc on a ce jaune qui est en arrière-plan, elle est dans la lumière, bien sûr. Et derrière elle, il y a le mâle, de ce qu'on parlait là précédemment, vous savez, l'éclairage. Et là, on a les fleurs. On remarque un truc, Monsieur Jean n'est pas à l'écran. Monsieur Jean, il n'est pas avec Ella à l'écran. Jamais. Parce que Monsieur Jean, il fait déjà plus partie du monde d'Ella. Il est déjà... c'est un peu le messager de la mort. C'est un personnage qui, au final, si je dis pas de bêtises, sous réserve, mais n'apparaîtra plus. Et puis, surtout, chose très très importante, c'est le messager qui apporte en fait le dernier cadeau du père. Et il apporte non pas des bijoux, il apporte pas des choses magnifiques, non, il apporte une branche d'arbre que son père lui a amené parce que elle, en toute simplicité, a demandé à son père un cadeau, en cadeau, la première chose qui lui tomberait dessus. Donc c'est une branche d'arbre. Un cadeau presque ridicule vis-à-vis de la mort de son père. Et pourtant elle accepte. Parce que justement c'est la promesse d'un retour que lui avait fait son père. Et puis c'est surtout elle n'a besoin de pas grand chose. Elle avait besoin que de son père n'est plus là. Cette fleur ces plantes qui restent, c'est au final la seule chose qui peut un peu la consoler. Et avant de terminer sur ce plan là, vous allez voir, on commence la caractérisation des personnages. Et là on va commencer avec les 2 belles sœurs. Et ma dentelle? Et mon ombrelle? Elles ne sont même pas à l'écran. Les seules choses qu'on entend, c'est « et ma dentelle et mon ombrelle ». Et je trouve ça très intéressant. On a 2 sottes superficielles qui ne se soucient que d'elles-mêmes et de l'absence de cadeaux qu'elles ont. Parce qu'elles voient que Ella a eu un cadeau et elles, c'est 2 sottes qui n'ont pas eu de cadeau. Et ce qui est très intéressant, alors attention, on est toujours dans cette règle de cadrage, hein, vous voyez très bien de ce que je vous ai expliqué. Ce qui est très intéressant, c'est que Ella, elle se plaint pas. Elle a perdu son père, mais elle ne se plaint pas. Vous non. Et là, vous allez voir.
je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le film de 1950, la belle-mère, c'était une marâtre acariâtre qui détestait Cendrillon et qui lui montrait à chaque occasion. Donc on a eu d'un côté Kenneth Branagh qui nous montre deux petites sottes qui préfèrent se préoccuper de leur frivolité, donc du superflu, plutôt que de voir le côté grave, à savoir la mort du père d'Ella. Mais la marâtre va les reprendre. Alors ça peut surprendre, vous allez comprendre pourquoi. Comprenez pas que ça n'a pas d'importance. Vous ne comprenez pas que ça n'a pas d'importance. Donc là, la marâtre, elle montre une forme d'humanité. Elle leur dit, mais votre superflu, mais on s'en fout. Vous comprenez pas qu'on s'en fout de votre superflu? Et regardez bien, il y a un détail qui est génial. C'est sur cet angle de cadrage, la première fois qu'on les voit net. C'est-à-dire c'est la première fois où Ella, surprise par la réaction de sa belle-mère, qui ne savait pas comme ça, se retourne et regarde les deux sottes et la belle-mère avec beaucoup d'espoir. Elle se dit, ben, au final, la vie est belle. Et là, vous comprenez pourquoi le film est cadré comme ça. Donc en fait, c'était vraiment un cadrage de base voulu d'avoir, bien sûr, les personnages sur la règle des 2/3. Et là, elle regarde. Nous sommes ruinés. Et là, elle regarde partout. Nous sommes ruinés. Nous sommes ruinés. En fait, depuis le début, ce n'était pas le bien-être d'Ella qui l'intéressait. C'était le bien-être matériel d'elle-même. Elle n'a plus rien. Donc d'un côté, on a les deux filles qui sont sottes et frivoles et qui sont désespérées parce qu'elles n'ont pas leur superflu. De l'autre, on a la belle-mère qui, comme une mère, est triste parce que elle n'a plus rien. Mais au final, il n'y a qu'un seul personnage qui a de l'empathie. C'est Cendrillon. Et vous comprendrez après pourquoi j'utilise le mot empathie. Mais avant de continuer, on va reprendre la règle des 2/3, bien sûr. Et on va admirer un truc. L'éclairage, que je trouve tout à fait magnifique. Cendrillon est conquis par la noirceur, par le mal. Il y a une forme de mal qui se projette sur elle. Le mal de ses belles sœurs. Et pourtant... Comment allons-nous vivre? Elle suit du regard ne comprenant pas comment allons-nous vivre. Et là, elle se plonge en elle-même. Et regardez bien comment le cadrage va évoluer. Merci. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Elle dit merci. Et là, elle redevient au centre de l'image, comme elle aurait dû être cadrée dès le début. Merci. J'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Et là, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Cendrillon vient de nous donner une masterclass de charité. Elle vient de perdre son père. Elle est ruinée. Elle vit avec une belle-mère qui la déteste, avec deux belles sœurs qui sont frivoles. Elle est devenue un peu leur esclave. Et pourtant, la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est pas de se plaindre de son sort, c'est dire à Monsieur Jean, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous. Et on est en écho avec ce que lui enseignait sa mère. Être courageuse et bienveillante. C'est magnifique, tellement le message qu'il y a derrière est fort. Malgré le moment de tristesse absolue dans lequel elle est, les seuls mots qu'elle trouve à dire, c'est « Merci, j'imagine que ça n'a pas été facile pour vous ». C'est une leçon de vie tout simplement, que nous offre Cendrillon. Et c'est magnifique, hein. Franchement, c'est magnifique. On a véritablement une leçon de vie de la part de Cendrillon. Et la seule chose qu'on a envie de dire, c'est pauvre fille de vivre dans cet environnement si nocif où une si belle âme est à la merci de ces personnes-là.
Et là, elle s'en va. Elle ferme la porte. Et lui comprend à quel point il a abandonné une fille bien à des personnages assez horribles. Et pour terminer, on arrive sur ce cadrage-là où elle se retrouve seule face à la porte qui a une forme de liberté. La musique incroyable de Patrick Boyle et où elle contemple ses plantes et elle se met à pleurer. Elle a tout perdu. C'est une leçon de cinéma, une leçon de caractérisation. Parce qu'on a vu 4 personnages, sans trop... Monsieur Jean, je le compte pas parce que Monsieur Jean reste un personnage très très secondaire. Mais on avait 4 personnages qui sont quand même les protagonistes de l'histoire. Et en fait, les 4 personnages ont été magnifiquement définis par une leçon de mise en scène. C'est un cours de cinéma, vraiment. Cette scène-là, c'est un cours de cinéma qui devrait être, même, je vais oser le mot, être montré à n'importe quelle école de cinéma. Comment caractériser des personnages. En quelques mots, on comprend leur conviction personnelle, leur grandeur d'âme ou pas. Et on voit à quel point elles vont se retrouver ou pas face à leur destin, quoi. Parce qu'on se retrouve avec une Cendrillon qui est toute seule, qui est triste, mais on sait que au final, elle va avoir ses prières qui vont être exaucées. Bien sûr, on va pas chercher du réalisme absolu. L'amour au premier regard, ça reste du domaine du conte. Mais ce n'est pas grave. Ce que le film veut, c'est nous faire rêver, nous transporter ailleurs. Et quelque part, on a besoin de ça. Bon, accrochez-vous. La robe bleue de bal, elle est inspirée directement du dessin animé. Sandy Powell, la costumière, voulait qu'elle ait l'air de flotter comme une aquarelle. Résultat, 12 couches de tissu, un corset serré à l'extrême et environ 500 heures de travail par robe. Il y en avait 9 versions différentes selon les scènes. Problème, la robe était tellement lourde et fragile que Lily James avait du mal à respirer, à manger et encore moins à danser. Richard Madden devait faire hyper gaffe de ne pas marcher dessus pendant la valse. Les couleurs des costumes racontent l'histoire. Et là, en bleu céleste, donc l'innocence, la pureté, la belle-mère en vert serpent, comme une femme fatale, et les demi-sœurs en jaune criard et rose flashy. Bref, volontairement grotesque. Alors, le tournage s'est fait à Pinewood Studio, le fameux studio britannique dans lequel ont été notamment tournés les James Bond, mais aussi dans des lieux prestigieux comme Windsor Castle et Blenheim Palace. Fun fact, Richard Madden n'étant pas danseur, il a dû prendre un coach pour apprendre à valser avec des costumes lourds. Et franchement, respect, parce que ça ne se voit pas à l'écran. Et étant un piètre danseur, j'en suis encore plus impressionné. Finalement, Cendrillon nous rappelle que si on garde le courage et la bienveillance, et si on croit en quelque chose de plus grand que nous, il y a toujours un chemin pour sortir du mal, pour grandir et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et ça, c'est plus qu'un rêve, c'est de l'espérance. Et en cette année sainte 2025, l'espérance ne s'arrête jamais. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire. Likez, partagez, commentez. Dites-moi en commentaire quelle scène vous a le plus marqué dans Cendrillon et quel film vous aimeriez que je traite sur Lumina. Et comme toujours, que la force du Saint-Esprit soit avec vous.